Bonjour à tous. Merci aux animateurs de ce DIU de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui sur l'aspect médico-légal de la prise en charge des infections en orthopédie. Je suis le docteur Laurence Molin, je travaille donc à l'hôpital d'Aix-en-Provence comme infectiologue et je suis également expert judiciaire. Et j'ai préparé ce diaporama conjointement avec le docteur Richard Volpi, qui est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Nord à Marseille. Alors, il y a plusieurs points que je vais aborder avec vous aujourd'hui, des points qui concernent plus le travail d'expert judiciaire que je suis amenée à faire pour la Cour d'appel de Aix, et un autre qui concerne plus les guidelines de référence en infectiologie, en antibiothérapie pour les experts. Alors, en ce qui concerne les différentes procédures de démarche indemnitaire pour les patients, il y a deux types de justice en France qui sont bien distinctes. D'une part, pour tout ce qui concerne les structures privées et les professionnels libéraux, le tribunal judiciaire, ex-tribunal de grande instance. C'est donc une juridiction à part entière avec ses propres modalités de fonctionnement. La caractéristique du tribunal judiciaire pour ce qui concerne les médecins, c'est qu'ils représentent des parties par eux-mêmes, de façon indépendante à la structure de soins privés dans laquelle ils exercent, la clinique en l'occurrence. Donc, le chirurgien a besoin de pouvoir s'appuyer sur une assurance et un système de défense qui est complètement différent de la structure de soins privés. Et on verra que parfois les intérêts ne vont pas dans le même sens. Pour ce qui concerne les établissements publics, c'est le tribunal administratif, donc tout à fait une autre juridiction qui est en charge de ces affaires-là. La caractéristique du tribunal administratif, c'est que l'établissement public comprend les médecins dès lors qu'ils sont salariés de la structure. Les médecins qui exercent à titre libéral vont, eux, dépendre donc du tribunal judiciaire et devoir avoir une assurance à part. Et enfin, il y a une nouvelle procédure mise en place depuis quelques années qui s'appelle la commission de conciliation, dont je vais un peu plus vous parler parce qu'elle a été importante dans l'augmentation du nombre de procédures et de mises en cause. La commission de conciliation et d'indemnisation, c'est une structure extrajudiciaire. C'est une structure qui porte bien son nom, donc qui est chargée d'indemniser et de trouver des conciliations. C'est un concept qui est né dans les suites de l'affaire de la clinique du sport et des infections à Mycobacterium xenopi, qui a été mis en place par Kouchner et qui a finalement été créé de façon assez récente, le 4 mars 2002. Le principe de cette commission, c'est qu'elle peut être saisie de façon gratuite par les patients et qu'elle peut conduire à une indemnisation alors qu'il n'y a pas de faute. Donc, c'est le principe de la responsabilité sans faute, de l'aléa thérapeutique, et le payeur est à ce moment-là la solidarité nationale par le biais de l'ONIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc, c'est une indemnisation par solidarité nationale pour des patients victimes d'accidents médicaux non fautifs. Ces accidents médicaux non fautifs peuvent être des accidents médicaux, des affections iatrogènes, mais on y met aussi les infections nosocomiales et c'est pour cette raison que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire que le principe d'une indemnisation au titre de l'infection nosocomiale est retenu par la CCI. Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est que cette infection nosocomiale doit être suffisamment sévère par elle-même pour être responsable d'un préjudice relativement important. Donc, ce que l'expert va devoir évaluer, c'est le préjudice en lien avec le dommage consécutif à l'accident médical non fautif. Et il y a un certain nombre de seuils de compétences qui permettent à la commission de se déclarer compétente, c'est-à-dire de pouvoir examiner le dossier et ouvrir éventuellement des droits à l'indemnisation ou pas. Ces seuils de compétences, pour mémoire, je vous les ai donnés là sur la droite. Vous voyez qu'il faut avoir un IPP, c'est-à-dire une invalidité partielle permanente supérieure à 25%,
un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50% pendant au moins 6 mois sur une année, ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. À partir du moment où ces seuils de compétences sont atteints, la CCI peut se prononcer sur le dossier et la nécessité ou non d'une indemnisation. En bas à droite, je vous ai montré simplement pour exemple que ces IPP ne sont pas comment dire, des points de vue d'experts, même s'il peut y avoir des discussions. Il y a des ABAC, des textes de référence, et les taux d'invalidité moyens en fonction du préjudice sont prédéterminés par ces ABAC. Une fois que l'infection a été définie comme nosocomiale et que les critères ont été atteints, au décours de l'expertise, qui indemnisera? Eh bien, en fait, c'est l'ONIAM, c'est-à-dire la solidarité nationale, qui indemnise pour les cas les plus sévères, c'est-à-dire quand l'IPP est supérieur à 25%, et ce sont les cliniques euh, privées ou les établissements de santé publics qui indemnisent si l'IPP est inférieur à 25%, sauf s'il y a une faute médicale ou une cause totalement étrangère à la structure de soins. Voilà. Donc, cette nouvelle procédure a entraîné une forte augmentation des affaires extrajudiciaires et nous a fait rentrer effectivement dans le monde du médico-légal de façon encore plus importante. Alors, très rapidement, vous savez que l'infection nosocomiale, elle se définit sur le plan médical par des définitions nationales qui ont été mises en place par nos hygiénistes. Euh, L'infection nosocomiale, classiquement, elle est absente lors de l'admission du patient. Elle se développe au moins 48 heures après l'admission. On considère qu'elle peut se développer dans les 30 jours pour tout ce qui concerne les infections du site opératoire et 1 an quand il y a mise en place de matériel prothétique. Et puis, du fait justement du caractère très médico-légal du terme infection nosocomiale, il y a eu un glissement sémantique. Et depuis quelques années, les hygiénistes préfèrent parler d'infection associée aux soins, c'est-à-dire que ça donne un sens plus large à l'infection. Ça concerne des actes de prévention, de diagnostic ou de soins délivrés par un professionnel de santé sans aucune distinction quant au lieu. Cette différence de cadre médical pose des problèmes sur le plan médico-légal, car la loi, pour l'instant, n'indemnise que l'infection nosocomiale dans le cadre où cette infection a été acquise dans un établissement de santé, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un payeur. Donc, si l'infection fait suite à des soins infirmiers à domicile, par exemple, dans la mesure où il n'y a pas d'établissement de santé derrière, le principe du payeur n'est pas défini. Ça, c'est le cadre global. C'est les définitions médicales. Pour ce qui concerne l'expert médical, il n'y a pas de définition médico-légale, c'est l'expert, en son âme et conscience, qui décide si l'infection est nosocomiale ou pas. Et je peux vous donner plusieurs exemples d'expertise contradictoire où les experts n'ont pas décidé la même chose. Si je prends par exemple un hématome post-opératoire lié à un accident d'un traitement anticoagulant, pour certains experts, c'est évidemment une infection nosocomiale parce qu'elle survient évidemment en post-opératoire d'une chirurgie. Pour d'autres experts, s'il y a une cause extérieure qui est l'accident d'anticoagulant ayant amené à l'hématome qui lui-même s'est surinfecté, l'infection n'est pas liée à une inoculation péropératoire et à ce titre-là, ils n'en retiennent pas le caractère nosocomial. Voilà. Donc sur le plan médico-légal, il y a une liberté qui est laissée à l'expert de décider de la qualification de l'infection. Il y a aussi une notion qui est relativement importante, mais qui est en perte de vitesse, que vous allez peut-être retrouver de temps en temps, c'est la notion exogène ou endogène. Vous voyez là-haut une fasciite nécrosante à strepto-A dans les suites d'une chirurgie du genou. Eh bien, on considère que cette infection est exogène dans la mesure où le micro-organisme n'était pas porté par le patient, pouvait être porté par exemple par les soignants. On considérera que l'infection est endogène si le patient, par exemple, comme c'est arrivé dans un dossier récemment, est porteur
du streptoa au niveau de la gorge ainsi que ses enfants. Donc il y a ce caractère exogène ou endogène en fonction du fait que le germe responsable de l'infection vienne du patient ou vienne de l'environnement de soins, en sachant que cette notion tend à disparaître et ne remplace en rien le caractère nosocomial ou non nosocomial de l'infection. Quelle est en fait la charge de l'expert? Eh bien, c'est de répondre à la qualification de la prise en charge médicale selon le caractère conforme ou non conforme aux données de la science au moment des faits. Et pour appuyer son expertise, il va se baser sur un certain nombre de recommandations nationales institutionnelles, HAS, ANSM, etc., ou des sociétés savantes, qui sont véritablement l'équivalent du code pour un permis de conduire. C'est-à-dire que ce sont des recommandations qu'on ne peut pas ne pas connaître quand on fait de l'infection ostéo-articulaire. On peut y déroger en argumentant, mais il faut les connaître. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. En gros, il y a la SPILF et l'HAS. Donc, ce sont des recommandations qui sont, on va dire, le minimum, euh, le minimum de la qualité de soins à mettre en place pour les patients souffrant d'une infection ostéo-articulaire surmatérielle. En dehors de ces recommandations, les experts peuvent s'appuyer sur des publications, des présentations en congrès, sur leur expérience personnelle, même si c'est beaucoup plus subjectif et sujet à discussion. Et puis, quand il n'y a pas de recommandations officielles, en particulier pour tout ce qui est infection chronique, où on a quand même beaucoup, beaucoup moins de recommandations, eh bien, c'est l'ambiance globale de la prise en charge qui sera analysée avec une évaluation des moyens mis en place, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des discussions pluridisciplinaires, est-ce qu'il y a eu des RCP, est-ce qu'on a pris l'avis d'un confrère, est-ce qu'on a fait appel au CRIOAC, c'est tout cet environnement qui sera évalué par l'expert. En revanche, la qualification juridique, elle appartient, elle, au magistrat qui la fera dans un second temps, dans les suites du rapport de l'expert. Et donc, la qualification juridique de cette non-conformité, elle pourra aller donc de la faute au manquement à la perte de chance. Alors, tout ce dont je viens de vous parler a conduit ces dernières années à une augmentation de la sinistralité avant 2014, en fait. Et là, ce que je vous montre, c'est les chiffres d'une assurance privée, branchée en l'occurrence, avec leur autorisation, qui vous montre, vous voyez sur le schéma en bas à droite, que ce sont quand même les chirurgiens en vert, donc les plus mis en cause, avec en moyenne à peu près une mise en cause tous les 2 ans et 4 mois, et puis suivi des gynécologues qui ont en moyenne une mise en cause tous les 3 ans et 10 mois, et enfin les anesthésistes réanimateurs qui, eux, ont en moyenne une mise en cause tous les 6 ans et 4 mois, donc bien moins importante. Et puis à gauche sur le schéma, vous voyez la répartition par spécialité. Vous voyez donc que les plus mis en cause sont les neurochirurgiens, environ tous les 1 an et 1 mois. Et ici, vous avez la courbe bleue qui montre la mise en cause des chirurgiens orthopédiques environ tous les 1 an et 10 mois. Donc, il faut évidemment, pour les jeunes d'entre vous, s'attendre à des mises en cause et se préparer à avoir des dossiers qui, sur le plan médico-légal, sont faciles à défendre aussi. Sur le schéma en haut à droite, vous voyez le montant moyen des indemnités versées. Ces indemnités augmentent pour 2 raisons essentiellement, puisque les mises en cause finalement n'augmentent pas trop. C'est d'une part la sévérité des magistrats et puis d'autre part des barèmes d'indemnisation des victimes qui sont revus à la hausse. Alors, ce que vous pouvez remarquer aussi, et ça c'est un point important, c'est qu'il y a les indemnités versées aux patients, vous voyez en orange, mais il y a aussi les créances de la CPAM qui demandent donc un retour des paiements effectués dès lors que la procédure a identifié des fautes médicales ou des payeurs. Donc, vous voyez que ces créances CPAM représentent vraiment une part non négligeable des indemnités versées qui sont donc reversées à la CPAM par le payeur. Voilà. Il faut quand même noter que cette évolution de la sinistralité a conduit à une nette amélioration des pratiques
en libéral. Ça, c'est ce que tous les infectiologues ont constaté depuis maintenant à peu près 20 ans. Alors j'en ai fini sur l'aspect global médico-légal et je vais revenir maintenant plus sur l'aspect médical. Quels sont les facteurs de mise en cause et, heu et et comment, en fait, les prévenir? Alors, il y a 3 points importants. Il y a un point qui concerne l'information préopératoire dont je vais vous parler rapidement, parce que c'est vraiment un point important. Un point qui concerne la prévention de l'infection dont je ne vous parlerai pas parce que c'est abordé dans d'autres diaporamas, dans d'autres cours, en particulier le lundi matin et je pense, cet après-midi, mardi, dans un cas clinique. Et puis, la gestion de l'infection, en particulier, gestion du sepsis aigu et du sepsis chronique. Alors, pour ce qui concerne l'information préopératoire, il faut savoir que l'information délivrée aux patients est un droit quasi absolu et que les dossiers d'information sont jugés non satisfaisants dans environ 40% des dossiers actuellement par la justice. Donc, c'est un point fondamental sur lequel il faut vraiment s'améliorer. Cette information, elle peut être tracée de 1000 manières, et c'est bien d'avoir un faisceau, en fait, d'arguments qui montrent que l'information est de qualité. Le courrier détaillé au médecin traitant, dicté devant le patient est une chose, positive, avec, la prise en compte des facteurs de risque spécifiques au patient. Le délai de réflexion, effectivement, est quelque chose qui va être regardé. Le consentement éclairé signé est indispensable, mais non suffisant et il doit s'accompagner d'une fiche d'information précise. Cette fiche d'information doit être suffisamment exhaustive pour parler de l'ensemble des complications fréquentes et en même temps euh, digérable par le patient. Alors pour ça, je vous conseille d'aller sur le site de la Softcode, vous le voyez là en haut à droite. Des fiches d'information ont été labellisées par la société savante et sont spécifiques à un certain nombre d'interventions. Donc, elles ont l'avantage en fait d'avoir été réfléchies à la fois sur le plan de la qualité de l'information et sur le plan de la prévention du risque médico-légal. Donc je pense que c'est pas la peine que vous refassiez chacun vos fiches. Il y en a, votre société savante vous en propose une multitude qui sont extrêmement bien pensées. Si vous faites des schémas, il faut garder ces schémas-là, c'est toujours la preuve d'une information. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des fiches de satisfaction du patient au décours de la consultation qui sont archivées dans son dossier et qui montrent qu'il a été satisfait de l'information reçue. Un autre point important, c'est qu'il faut tracer l'état antérieur à la chirurgie, c'est-à-dire qu'il faut avoir un examen clinique détaillé, lister les handicaps du patient avant la chirurgie, sont des points importants parce que au moment de l'expertise, le patient va avoir tendance à minimiser ses handicaps préchirurgicaux, ce qui est naturel, et donc, pour pouvoir évaluer correctement le handicap lié à l'infection ou lié au manquement ou au retard de prise en charge, et cetera, le fait d'avoir un examen antérieur, bien, tracé, permet de retirer cet état antérieur de l'état final constaté au moment de l'examen clinique en expertise. Sur le plan de la prévention, donc beaucoup de choses, à dire. Globalement, il faut garder vraiment un œil très attentif sur l'antibioprophylaxie qui reste retoquée dans un certain nombre de dossiers. Vous voyez ici, bon, c'est pas énorme, mais c'est tellement simple de faire mieux là-dessus. 80 à 90 des antibioprophylaxies sont jugées satisfaisantes, ce qui est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il en reste encore 10 qui sont jugées non satisfaisantes. Sur le plan de la gestion de l'infection, les facteurs les plus fréquents de mise en cause, et celui en particulier qui est à l'origine, oui, le plus commun de dommages corporels permanents subis par le patient, c'est le retard à la reprise chirurgicale, la tendance à retarder la reprise alors même que l'évolution le nécessite, dans une forme de déni parfois de l'infection naissante. Et cette attitude-là conduit évidemment à aggraver les préjudices du patient, les préjudices temporaires et les préjudices permanents. Le deuxième point important, c'est la gestion inadéquate des antibiotiques. Alors, il y a des recommandations. En France, on a les recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française qui datent de 2008 et les recommandations de l'HAS qui datent de 2014.
Il faut laisser ce point-là aux infectiologues. Les chirurgiens, malgré toute leur bonne volonté, sont rarement capables de conduire jusqu'au bout des antibiothérapies correctes, mais c'est relativement normal. Moi, je ne suis pas capable d'opérer, donc je ne vais pas opérer. Je pense que le chirurgien doit pouvoir se libérer de la gestion des antibiotiques vers un médecin compétent dans le domaine. Dans les facteurs donc, qui sont aussi reprochés, c'est le fait de ne pas avoir de référentiel ou pas de référent infectiologique. On va voir que dans le sepsis aigu, il faut absolument avoir un référentiel pour pouvoir se comporter correctement dans l'urgence. C'est l'absence de prélèvements microbiologiques adéquats, c'est-à-dire des prélèvements microbiologiques de mauvaise qualité, en nombre insuffisant, faits sous antibiothérapie. Et puis, c'est aussi la mauvaise tenue du dossier médical avec une traçabilité insatisfaisante. Et ça, c'est une réalité constante pour la plupart des spécialités chirurgicales et qui pose réellement un problème en médico-légal. Alors, je vous ai mis sur la droite, dans un petit encadré, l'ensemble des erreurs d'antibiothérapie globalement relevées. Bon, c'est les spectres trop étroits, les spectres trop larges, des molécules comme le bristopène, l'orbénine ou la piostacine péros qui se justifient plus depuis bien longtemps, des posologies incorrectes, des surveillances inadaptées, des durées prolongées. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup de sources d'erreurs dans la gestion de l'antibiothérapie. Le troisième facteur de mise en cause est un facteur plus interactif, c'est le manque d'empathie par le chirurgien ou par l'équipe soignante du sepsis. Alors, ça peut être parce que le sepsis est vécu comme un échec personnel par l'équipe. Ça peut être aussi parce que le chirurgien fait l'autruche et qu'il est dans le déni de cette infection qui va être compliquée à gérer. Et puis, il y a cette façon parfois de se débarrasser du patient en l'envoyant vers un cryoac sans avoir prévenu le cryoac, en l'envoyant vers un cryoac pour un sepsis aigu qui n'a pas besoin d'aller vers un cryoac. Enfin bon, voilà, une façon de se débarrasser du patient qui favorise le ressentiment du patient. Il y a aussi souvent dans ces dossiers-là un manque de discussion médico-chirurgicale ou en tout cas un manque de traçabilité de la discussion médico-chirurgicale, que ce soit dans les sepsis aigus ou dans les sepsis chroniques. Il faut qu'il puisse y avoir un temps de discussion entre les infectiologues et les chirurgiens. Alors, au mieux dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, mais ça c'est plutôt pour les sepsis chroniques, puisque pour les sepsis aigus, il faut absolument agir vite. Il faut aussi, dans ces sepsis chroniques, savoir solliciter les centres de référence avant de se sentir dépassé. Et il faut que le choix de la conduite à tenir dans les infections sur matériel implantable soit argumenté dans le dossier du patient et qu'il soit conforme au peu de recommandations dont on dispose. Voilà, bon, ça c'est pour vous montrer l'environnement de l'infectiologue avec toutes les problématiques d'apparition, d'émergence de résistance suite aux pressions de sélection de l'antibiothérapie, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, l'apparition de ces vagues de résistance BLSE, carbapénémase, qui apparaissent en fait par vagues successives de plusieurs années, et la nécessité donc, pour éviter de taper une mouche avec un marteau, de connaître suffisamment l'antibiothérapie pour pouvoir la manier efficacement. Alors, je vais aborder la prise en charge des infections aiguës un peu plus longuement, puis plus rapidement la prise en charge des infections chroniques. Pour les infections aiguës, on a maintenant un document de référence très bien fait qui date de mars 2014 et qui a été produit par l'HAS et qui concerne la prise en charge de l'infection dans le mois qui suit l'implantation. C'est un document de bonne pratique clinique qu'on peut considérer comme la base de ce qu'il faut faire dans les sepsis aigus. Ce sont ces sepsis-là qui ont particulièrement été mal gérés dans les années précédentes et qui ont conduit à des sepsis chroniques qui sont des véritables catastrophes qui auraient pu ne pas arriver si l'infection aiguë avait été prise en charge correctement. Donc, il est clair maintenant que toute équipe qui met en place des prothèses doit savoir gérer ces infections aiguës rapidement et sans avoir besoin d'un centre de référence. Alors, globalement,
qui a été compris ces dernières années, c'est que dans la gestion de l'infection sur matériel, il y a les infections aiguës en général avec des bactéries virulentes, comme le staphylocoque doré, le streptocoque bêta-hémolytique, les entérobactéries, et que ce sont des infections qu'il faut prendre en charge de façon urgente. Et puis, il y a des infections chroniques avec des bactéries moins virulentes, même si c'est un peu schématique tout ça, des staphylocoques coagulase négatives, anaérobies, cutibacterium, corynebacterium, qui, eux, vont poser des problématiques totalement différentes, basées essentiellement sur la qualité de la documentation microbiologique. Ces notions-là sont arrivées avec la découverte de la colonisation du matériel par ces bactéries-là, qui se fait donc en quelque sorte assez rapidement, en quelques heures, pour le début de la fixation des bactéries sur les irrégularités de surface du matériel, les premières fabrications de biofilms et puis l'émergence des bactéries à l'intérieur du biofilm. Vous voyez ici l'adhérence, après avoir craqué un biofilm, au fond l'adhérence des bactéries aux biomatériaux. Ces bactéries-là sont des bactéries avec un faible pouvoir de virulence parce qu'elles ont un métabolisme ralenti. Elles sont donc soit anciennement virulentes, devenues quiescentes, soit un métabolisme ralenti dès le début, ce qui explique que la culture est difficile et donc que le diagnostic de ces infections soit un vrai challenge pour le microbiologique, pour le microbiologiste. Vous voyez ici schématiquement ce qui se passe au laboratoire, c'est-à-dire dans les infections aiguës, les bactéries normales se cultivent rapidement et en 24 heures, on a une boîte de pétri pleine de staphylocoques dorés. Il n'y a pas de doute, on est dans un sepsis aigu. Et puis, à l'inverse, dans les sepsis chroniques, on a des bactéries à croissance lente qui nécessitent de garder les cultures longtemps, entre 10 et 15 jours. On peut avoir, comme on le voit en bas, des populations différentes, pardon, des staphylocoques coagulase négatives ici en l'occurrence, avec des aspects très différents. Et pour le biologiste, l'interprétation est donc difficile parce qu'il faut plusieurs prélèvements positifs pour éliminer une contamination du prélèvement et affirmer le diagnostic. Cette contamination du prélèvement pouvant avoir lieu au laboratoire, au moment où le prélèvement est techniqué, même s'il est techniqué sous hôte, ou au moment du prélèvement péropératoire, par exemple. Donc il y a un certain nombre de conditions, on va dire optimales, qui doivent être réunies pour que les prélèvements soient de qualité. Premièrement, ils doivent être faits préférentiellement à distance d'une prise antibiotique. On considère qu'il faut au moins 15 jours d'arrêt de l'antibiothérapie dans les sepsis chroniques uniquement pour avoir des prélèvements de qualité. Il faut que ces prélèvements soient faits soit en péropératoire, soit par ponction à l'aiguille guidée par échographie si on a du liquide à ramener. L'écouvillon est un mauvais prélèvement et ne doit pas être réalisé. Si on a possibilité d'ensemencer des hémocultures en péropératoire, ça peut être très intéressant, ça augmente la sensibilité des prélèvements. On peut aussi mettre en culture l'implant contaminé et le soniquer. Vous voyez en bas à droite 2 boîtes de pétri, une avant, une après sonication. Et vous voyez qu'on arrive vraiment à décrocher les bactéries et à augmenter la sensibilité du prélèvement. Il faut évidemment que les prélèvements soient multiples, entre 3 et 5, pour que le microbiologiste puisse se prononcer sur le caractère infectieux ou pas de ces résultats. Il est souhaitable d'avoir une histologie en parallèle et on peut également faire de la biologie moléculaire si les cultures restent négatives et rechercher des mycobactéries. Voilà, ça c'est un peu les conditions optimales des prélèvements. Les messages clés de l'HAS, donc pour les infections aiguës, c'est que l'infection sur prothèse dans le premier mois qui suit son implantation est une urgence médico-chirurgicale et qu'elle doit être prise en charge de façon consensuelle par une équipe pluridisciplinaire qui est au minimum composée d'un chirurgien orthopédiste, d'un médecin infectiologue et d'un microbiologiste. Et le fait de pointer que c'est une urgence médico-chirurgicale, ça nécessite de connaître les signes de repérage précoce de l'infection et d'informer le patient et l'entourage de ces signes d'alerte. Donc, ces signes d'alerte sont essentiellement les incidents cicatriciels après implantation. Et donc, il est nécessaire que sur le compte-rendu de sortie, vers les SSR ou vers le domicile, il soit clairement écrit que si un accident cicatriciel survient, le chirurgien doit être prévenu avant la mise sous antibiotiques. Les antibiothérapies probabilistes ne doivent jamais être mis en place avant d'avoir éliminé un sepsis profond, car on prend le risque de le décapiter à ce moment-là.
Donc, il y a des situations où l'infection est certaine, quand l'écoulement est purulent, par exemple, et donc la reprise est indiscutable. Il y a des situations plus compliquées de nécrose ou de désunion de cicatrices, où le risque infectieux est majeur et l'indication de la reprise est quand même très souvent retenue. Et puis, il y a des situations moins inquiétantes, où les écoulements sont clairs ou hématiques, qui peuvent être soit une évacuation d'hématome, soit une infection débutante, et qui nécessitent une surveillance attentive par le chirurgien, en général en hospitalisation. Et c'est dans ces situations-là où on peut vraiment s'aider de la CRP, puisque la CRP a une cinétique de décroissance en post-opératoire qui est assez homogène, et la surveillance régulière de la CRP en post-opératoire permet de repérer le moment où elle remonte, ce qui évidemment n'est pas normal. Voilà. Donc, il faut que les signes d'alerte soient notés dans le dossier. Il faut qu'en cas de signe d'alerte, le chirurgien soit prévenu, qu'il n'y ait pas d'antibiothérapie donnée, que la surveillance de la CRP soit réalisée, et ces signes d'alerte doivent être connus du patient, de sa famille ou de toute personne impliquée dans la prise en charge du patient en post-opératoire, que ce soit le médecin traitant ou les médecins du SSR. Alors, ce que nous dit ces recommandations HAS, c'est que si l'infection est évidente, soit parce qu'il y a un abcès, une fistule ou un écoulement purulent, alors c'est une urgence thérapeutique. Et s'il y a une suspicion d'infection, que ce soit pour un incident cicatriciel autre ou des signes généraux ou la réapparition ou l'aggravation d'une douleur, à ce moment-là, c'est une urgence diagnostique. Donc, dans tous les cas, c'est le chirurgien qui reprend la main. Si c'est une suspicion d'infection, l'imagerie ne sert à rien, si ce n'est à retarder le diagnostic. On peut discuter là-dessus quand même de l'intérêt de l'échographie pour mettre en évidence une collection. Les prélèvements superficiels ne servent à rien. La CRP, en revanche, est très utile. Et la ponction articulaire doit être réalisée le plus rapidement possible, et dans le cas de ces sepsis aiguës, même s'il y a eu une antibiothérapie antérieure, parce qu'il est rare que l'antibiothérapie antérieure décapite complètement les prélèvements dans les sepsis aigus. Donc, cette ponction articulaire, soit elle va conclure à une infection confirmée et ce sera donc une urgence, soit il n'y aura pas d'infection et il faut qu'il y ait une surveillance rapprochée, clinique, par CRP, éventuellement par ponction itérative du patient dans le cadre d'une hospitalisation, évidemment. Alors, cette ponction articulaire, elle doit être réalisée de préférence par l'équipe médico-chirurgicale qui a posé la prothèse. C'est une question pratique, une question d'aller vite, une question d'habitude, une question de récupérer l'examen rapidement. Elle doit donc, elle nécessite que le laboratoire soit prévenu aussi pour qu'il puisse traiter sans délai ces prélèvements. Et il faut que le laboratoire technique ça rapidement et que les modalités de retour vers le chirurgien soient également mis en place. Donc, si l'infection est confirmée, il n'y a pas de débat, c'est une chirurgie urgente qui permet d'une part de faire un nettoyage large et d'autre part de faire des prélèvements microbiologiques de qualité pour pouvoir adapter l'antibiothérapie secondairement. Alors, pour ce qui concerne la prise en charge chirurgicale, c'est clair qu'il faut que ce soit une chirurgie à ciel ouvert par arthrotomie qui emporte l'ensemble des tissus macroscopiquement infectés. Il faut pouvoir luxer la prothèse et changer, si possible, les composants d'interface pour optimiser le nettoyage de la cavité articulaire. Ça veut dire qu'on dispose de ces composants. Et le changement de prothèse en un temps doit être envisagé et discuté préalablement avec le patient, surtout si on est sur une prothèse de 106 mois et dans une reprise très très précoce. En revanche, le changement de temps n'a pas sa place dans cette prise en charge aiguë. Si on met des drains de redon, la culture du liquide de drainage est utile parce que la positivité des cultures du liquide de drainage après le geste chirurgical n'est pas normale et justifie vraiment une réévaluation médico-chirurgicale ou la prise de contact avec un centre de référence. Soit l'antibiothérapie n'est pas adaptée, soit le geste a été insuffisant et il faut refaire une reprise chirurgicale. En tout cas, c'est un facteur de mauvais pronostic. La chose qui est plus discutable, c'est de savoir jusqu'à quand on a affaire à une infection aiguë et à partir de quand on a affaire à un sepsis chronique. Alors globalement, ce qui est assez consensuel, c'est que dans le mois qui suit le post-opératoire, on est dans les infections aiguës et à partir de 3 mois, on est dans le sepsis chronique. Ce qui est moins clair, vous le voyez, les recommandations varient, c'est entre 1 mois et 3 mois. Est-ce qu'on est déjà
dans le sepsis chronique ou pas. Et donc là, il y a une zone d'incertitude pour laquelle les recommandations sont pas claires. En ce qui concerne l'antibiothérapie probabiliste, ce qui est important, c'est que le protocole doit être prédéfini, validé par le comité des anti-infectieux, par le CLIN, par les infectiologues, disponible pour les anesthésistes et prescrit immédiatement en post-opératoire. C'est une antibiothérapie probabiliste qui, avant l'identification microbiologique, doit couvrir à la fois les coccigram+, dont le staph métière, et les entérobactéries. Donc, globalement, ce qui est proposé, c'est vanco-tazo ou vanco-céphalosporine de 3e génération. Donc, ce qui est important, c'est la reprise chirurgicale urgente, synovectomie à ciel ouvert, plus ou moins changement des pièces modulaires ou changement complet en un temps, une antibiothérapie à large spectre, puis une antibiothérapie plus ciblée selon les recommandations de l'HAS pour une durée pour l'HAS entre 6 semaines et 3 mois, en sachant que les résultats de Datipo sortis récemment sont plutôt quand même en faveur d'une antibiothérapie de 3 mois. Bon, ça, je vous ai mis à titre d'exemple les antibiotiques, les antibiothérapies, les doses, etc. Bon, il n'y a rien de très nouveau. Dans les sepsis aigus, un traitement initial par voie IV est absolument nécessaire. La durée de ce traitement initial et le moment de la possibilité d'un traitement oral reste discutable, en sachant qu'en général, pour les sepsis aigus, on compte bien une semaine au moins et un bon contrôle du sepsis avant de faire un relais oral. Les enjeux sont tellement majeurs que je pense qu'il faut continuer à fonctionner comme ça. Bon, les principes du traitement, j'y reviens pas. Donc voilà le schéma global de ces sepsis aigus que je viens de vous détailler. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, pour ces prises en charge aiguës, être capable d'être autonome, d'être rapide. Ça veut dire qu'on a des protocoles de première ligne qui sont écrits, validés et disponibles. On a un référent infectiologue officiel. On a une collaboration avec le laboratoire de microbiologie qui est définie en amont et on connaît au moins le référentiel HAS. Je vais passer aux prises en charge des infections chroniques où les choses, vous allez voir, sont beaucoup moins, beaucoup moins cadrées. Devant les sepsis chroniques, le plus important, c'est de faire un diagnostic clinique approprié avec des prélèvements microbiologiques de qualité, pas d'antibiothérapie avant les prélèvements et ensuite une antibiothérapie adaptée, des antalgiques, pas d'anti-inflammatoires, et il faut évidemment avoir un avis infectiologique, souvent réintervenir et une information. Ici, c'est une infection de prothèse de sein à mycobactéries pour changer des prothèses orthopédiques. Pour ce qui concerne les fistules, on sait bien que l'écouvision ne doit absolument pas être utilisée, que le pus de la fistule est un mauvais prélèvement et qu'il ne faut absolument pas traiter un malade à partir du résultat bactériologique d'un pus de fistule, surtout s'il n'y a qu'un seul prélèvement. Dans les sepsis chroniques, c'est un peu l'inverse du sepsis aigu. L'important, c'est de prendre son temps, de se poser la question de savoir si on garde la main ou si on transfère le patient vers un centre spécialisé. Dans tous les cas, de solliciter un regard extérieur, d'essayer de récupérer l'ensemble des éléments manquants dans des histoires qui sont souvent longues et compliquées, avec l'ensemble de ces éléments, d'avoir des discussions collégiales immédiatement et secondairement dans des réunions de concertation pluridisciplinaires un peu plus structurées. Le seul consensus qui est là, c'est que le sepsis chronique sur matériel nécessite le retrait du matériel pour guérir, même si les risques inhérents à ce retrait de matériel doivent être évalués de façon multidisciplinaire et peuvent tout à fait conduire à une contre-indication opératoire. Donc, dans la prise en charge de l'infection chronique, ce que va évaluer l'expert, c'est plutôt l'environnement, la traçabilité des discussions, la traçabilité des moyens mis en œuvre, la traçabilité des éléments cliniques récupérés, etc., plutôt que effectivement la prise en charge en elle-même, puisque les recommandations sont beaucoup moins claires. Donc, ce que vous devez retenir, c'est tout ça. La chirurgie n'est pas urgente, la documentation bactériologique est fondamentale, les conduites à tenir ne sont pas codifiées, mais les moyens à mettre en œuvre, eux, le sont. Il faut connaître les recommandations de la SPILF
sur ces points-là. Et il faut pouvoir avoir une première discussion médico-légale et organiser éventuellement le transfert du patient vers un centre de référence. Alors en conclusion, pour éviter les conflits, il faut démontrer que tout a été fait pour éviter l'infection en premier. Et en cas d'infection suspectée ou avérée, il faut informer sur l'infection et sur les risques évolutifs et la complexité de la prise en charge. Il faut se donner les moyens de faire un diagnostic juste en prescrivant les examens appropriés, savoir interpréter les résultats microbiologiques et avoir conventionné avec le laboratoire de bactériologie pour l'acheminement des prélèvements et pour les procédures de rendu de résultats bactériologiques. Et il faut formaliser sa prescription par écrit sur la base d'un référentiel écrit préalablement. Il faut que tous les établissements qui mettent en place des prothèses aient un protocole d'antibiothérapie empirique dès les prélèvements réalisés, à adapter secondairement au rendu de la bactériologie pour les sepsis aigus. Et puis, il faut réévaluer sa démarche de façon critique quotidiennement. Pour éviter les conflits, il faut absolument avoir un infectiologue référent et il faut avoir codifié le mode de travail avec cet infectiologue référent. Il est important de savoir qu'un référent en antibiotiques n'est pas forcément un médecin clinicien euh, capable de prendre en charge le patient. Donc, un référent en antibiotiques, s'il est pharmacien ou président de CLIN, n'est pas un médecin apte à prendre en charge le patient. C'est donc bien différent. Il faut que l'infectiologue soit facile à joindre. La décision infectiologique doit être consignée dans le dossier et la prise en charge infectiologique doit être gérée par un infectiologue. Il s'agit pour les infectiologues d'un véritable challenge. Ça fait partie des infections les plus difficiles à traiter et donc ça ne peut pas être laissé à la charge d'un médecin référent antibiotique d'un établissement. Ce n'est pas possible. Ces infections doivent être prises en charge de façon collégiale avec les orthopédistes, mais aussi les microbiologistes, les radiologues, les médecins isotopistes, etc. Et il faut savoir organiser le transfert vers des centres de référence quand on se sent dépassé ou même avant. Alors, juste message, take-home message. En amont de la chirurgie, l'information est vraiment un point fondamental. Et au moment de l'infection, pour ce qui concerne les infections aiguës, c'est l'urgence de la chirurgie qui doit être recherchée. Et en revanche, pour les sepsis chroniques, eh ben, c'est plutôt la collégialité et les transferts vers des centres de référence. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.